Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 portant sur les systèmes fondamentaux de la série sur les SLCI. On va suivre le sommaire à l'écran et on attaque tout de suite sur l'ordre et la classe des systèmes. Le comportement dynamique d'un système linéaire continu et invariant, d'entrée E de t et de sortie S de t, obéit à une équation différentielle linéaire à coefficient constant qui peut se mettre sous la forme que vous avez à l'écran. Elle vérifie en SLCI le principe de causalité des systèmes, c'est-à-dire que le degré de dérivation maximum de l'entrée est inférieur ou égal au degré de dérivation maximum de la sortie. Ça nous permet d'introduire une première définition qui est l'ordre d'un système. L'ordre d'un système causal va correspondre au degré de dérivation le plus élevé du signal de sortie dans l'équation différentielle traduisant son comportement. La fonction de transfert des systèmes étudiés pourra toujours se mettre, en considérant les conditions initiales nulles, sous la forme qu'on a à l'écran. On va alors noter n le degré du polynôme au dénominateur, et ça correspond à l'ordre du système. On va appeler 0zi les racines réelles ou complexes du numérateur, et les pôles pj celles du dénominateur de la fonction de transfert. Leur identification permet de décomposer toute fonction de transfert pour l'exprimer sous la forme d'un produit de fonctions élémentaires, généralement du premier et du second ordre, associé à ses pôles et ses zéros. Après factorisation complète, on peut faire apparaître le gain k et la classe alpha du système correspondant au nombre d'intégrateurs, on a vu ça dans l'épisode précédent. Ça nous permet de revenir sur une définition, la classe d'un système. La classe d'une fonction de transfert, c'est le coefficient alpha en rouge, correspond à son nombre de pôles nuls, c'est-à-dire au nombre d'intégrateurs. On va maintenant voir les systèmes fondamentaux. La réponse temporelle d'un système quelconque est généralement la superposition de réponses de systèmes fondamentaux, et il est donc indispensable de bien les connaître pour pouvoir analyser la réponse globale. De plus, en choisissant une plage de fonctionnement donnée ou en faisant quelques hypothèses de modélisation raisonnables, on peut fréquemment assimiler le comportement d'un système réel à celui d'un système du premier ou du second ordre. Ceci est intéressant car ces systèmes sont les seuls dont les propriétés soient à la fois bien connues et en nombre limité. Le comportement de nombreux systèmes peut être modélisé par une constante, c'est-à-dire on a une relation de proportionnalité directe entre l'entrée et la sortie. Un système continu et invariant sera dit à action proportionnelle si pour toute entrée E de t, sa sortie S de t lui est proportionnelle, c'est-à-dire qu'on a une relation de la forme S de t est égal à k fois E de t. En passant cette relation dans le domaine de Laplace, on obtient grand S de p est égal à k fois grand E de p. On va appeler k la constante de proportionnalité, et c'est le gain du système. Si jamais on regarde la représentation sous forme de schéma bloc, on peut la mettre de la forme suivante, E de p, un bloc avec la grandeur k et la sortie S de p, et la fonction de transfert h de p, qui pour rappel est définie comme étant la sortie sur l'entrée, vaudra alors k. L'application des lois de la physique va conduire souvent à l'expression d'une relation intégrale entre deux grandeurs. Un système continu invariant à action intégrale, ou système intégrateur, est caractérisé par une équation différentielle du type S point de t, qui pour rappel correspond à la dérivée en fonction du temps, est égal à k fois E de t. Après intégration, on peut mettre cette relation sous la forme S de t est égal à S0 plus l'intégrale de 0 à t de k fois E de u du. Il y a une petite aberration dans les notations ici. E de t va être le signal d'entrée, S de t celui de sortie, et k une constante réelle qui est appelée le gain. La transformée de l'équation différentielle conduit à l'expression que vous avez à l'écran, p fois grand S de p moins S0, pour rappel dans le domaine temporel, c'est un petit s, est égal à k fois E de p. En supposant une condition initiale nulle, c'est-à-dire S de 0 est égal à 0, la fonction de transfert d'un système intégrateur peut se mettre sous la forme, pour un schéma bloc, de k sur p, et la fonction de transfert vaut alors k sur p. Dans le cas où le gain k est unitaire, c'est-à-dire qu'il vaut 1, on va parler d'intégrateur pur, et dans tous les cas, un intégrateur est caractérisé par un pôle nul. On attaque le troisième système fondamental qui est un système du premier ordre. Pour un système dynamique linéaire continu et invariant, dont le comportement sera caractérisé par une équation différentielle du type S de t plus tau fois S point de t est égal à k fois E de t. Où toujours E de t le signal d'entrée, S de t celui de la sortie, et pour les constantes caractéristiques, on retrouve k le gain du système, avec une unité qui dépend de l'unité de la sortie et de l'entrée, et tau une constante de temps du système, donc pour rappel, vu que c'est une constante de temps, son unité sera forcément des secondes.
En supposant là aussi une condition initiale nulle, s de 0 est égal à 0, la fonction de transfert du système du premier ordre peut se mettre sous la forme k divisé par 1 plus tau p. Le dénominateur de la fonction de transfert d'un système du premier ordre fait apparaître un pôle réel qui sera toujours négatif et qui vaudra moins 1 sur tau. Et le dernier système fondamental, qui sont les systèmes du second ordre. C'est un système dynamique linéaire continu et invariant, dont le comportement est caractérisé par une équation différentielle du type s de t plus 2xi sur oméga 0 s point de t plus 1 sur oméga 0 carré s point point de t. Et c'est égal à k fois e de t. On retrouve toujours e de t l'entrée et s de t la sortie, et pour les constantes caractéristiques, on retrouve k le gain du système, oméga 0 qu'on appelle la pulsation propre du système non amorti, dont l'unité va être les radians secondes moins 1, et xi le facteur d'amortissement qui est sans unité. Là aussi, en supposant les conditions initiales nulles, la fonction de transfert d'un système du second ordre peut se mettre sous la forme que vous avez à l'écran, et le dénominateur de la fonction de transfert d'un système du second ordre est un trinôme du second degré, dont le discriminant vaut 4 sur oméga 0 carré, facteur de xi carré moins 1. Comme oméga 0 est un réel, le signe de ce discriminant ne dépend que de la valeur de epsilon, et on va donc devoir faire des disjonctions de k pour étudier les pôles d'un système du second ordre. Le système possède deux pôles réels négatifs si xi est supérieur à 1, c'est-à-dire que le déterminant est supérieur à 0. Dans ce cas-là, ils valent oméga 0 facteur de moins xi plus ou moins racine de xi carré moins 1, et ils sont négatifs. La fonction de transfert peut alors s'écrire comme le produit de deux fonctions du premier ordre, 1 plus tau 1p facteur de 1 plus tau 2p au dénominateur, et les constantes de temps ti valent moins 1 sur pi. Elle vérifie de plus deux autres propriétés. Oméga 0 est égal à 1 sur racine de tau 1 fois tau 2, et xi vaut tau 1 plus tau 2 divisé par 2 fois racine de tau 1 tau 2. On va parler alors dans ce cas, c'est-à-dire si xi est supérieur à 1, donc delta supérieur à 0, de régime apériodique ou de comportement suramorti. Un système du second ordre va posséder un pôle réel négatif double si xi est égal à 1, c'est-à-dire si delta est égal à 0. Ce pôle double vaut alors moins oméga 0, il est négatif, et la fonction de transfert peut se mettre sous la forme h de p est égal à k divisé par 1 plus tau p au carré. La constante de temps tau est égale à 1 sur oméga 0, et on va parler alors de régime apériodique critique ou de régime simplement critique. Et enfin, le dernier cas, si jamais xi est compris entre 0 et 1 strictement, c'est-à-dire que delta est inférieur à 0, le système du second ordre va posséder deux pôles complexes à partie réelle négative. On peut les écrire, ils valent oméga 0 facteur de moins xi, plus ou moins j, facteur de racine de 1 moins xi carré. Il s'agit de pôles complexes qui appartiennent à C du coup, et on va noter j la variable complexe. La fonction de transfert dans ce cas-là n'est pas simplifiable. On parlera alors de régime pseudo-périodique critique ou de comportement sous-amorti. Et enfin, un dernier petit cas, deux pôles imaginaires purs si jamais xi vaut 0, et on se place dans ce cas-là dans le cas des oscillateurs harmoniques. Un petit tableau récapitulatif des principaux systèmes fondamentaux. Pour le système du gain pur, la fonction de transfert vaut k et k est appelé le gain. Pour un intégrateur, la fonction de transfert vaut k sur p et k est aussi le gain. Pour un premier ordre qui peut se mettre sous la forme k divisé par 1 plus tau p, on retrouve tau, la constante de temps, et k le gain. Et enfin un second ordre qui peut se mettre sous la forme k divisé par 1 plus 2xi sur oméga 0p, plus p carré sur oméga 0 carré, avec oméga 0 la pulsation propre non amortie, et xi le facteur d'amortissement, et k le gain. On va maintenant voir, avant de conclure, la démarche d'étude des réponses temporelles des systèmes. La réponse temporelle d'un système dépend de son comportement, mais aussi de l'entrée imposée. Le principal objectif de l'étude temporelle des systèmes est de pouvoir comparer leur comportement. Pour cela, on va utiliser une des trois entrées types, soit l'impulsion, qui peut s'écrire dans le domaine de la place E0, soit l'échelon, qui peut s'écrire dans le domaine de la place E0 sur P, soit la rampe, qui peut s'écrire dans le domaine de la place E0 sur P carré. J'ai tracé à chaque fois ici ces entrées dans le domaine temporel. L'entrée en échelon va être la plus communément utilisée pour identifier le comportement du système, car elle est bornée. La réponse impulsionnelle d'un système va permettre d'étudier son comportement à une variation brusque de l'entrée, et la réponse à une rampe quant à elle va permettre d'étudier son comportement en suivi d'une consigne qui ne sera pas bornée.
Pour chacun des systèmes, de fonction de transfert supposée connue h de p, le principe de calcul de sa réponse temporelle s de t à une entrée e de t donnée sera toujours le suivant. On va exprimer la transformée de Laplace du signal d'entrée grand E de p, on va calculer l'expression de la réponse du système dans le domaine de Laplace, qui pour rappel, grand S de p vaut h de p fois e de p, que l'on vient de déterminer. On va décomposer en éléments simples s de p, on va pouvoir du coup identifier des fonctions élémentaires et de leur transformée de Laplace inverse, qu'on a vu dans l'épisode sur les transformées de Laplace. Et enfin, on fera l'assemblage des contributions et on obtiendra l'expression de la réponse temporelle s de t par le théorème de superposition. C'est tout pour cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de cette série sur les SLCI.